Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 11 novembre, je vous propose tout d'abord de revenir sur l'ouverture de la COP 30 à Belém, au Brésil, où les pays insulaires du Pacifique tentent tant bien que mal de faire entendre leur voix. Nous irons ensuite en Australie pour parler justice transitionnelle et politique avec deux sujets, puisque l'État de Victoria vient d'adopter le premier traité formel avec des peuples autochtones australiens. Et on s'intéressera également à un événement significatif pour l'Australie occidentale, puisque son gouverneur a présenté des excuses pour les violences infligées aux peuples aborigènes locaux près de 200 ans après le massacre de Pinjarra. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud pour évoquer une nouvelle affaire de népotisme, un phénomène que le pays peine à endiguer et qui touche tous les secteurs de la société. La COP 30 s'est ouverte hier à Belém, au Brésil, après 2 jours de sommet organisés jeudi et vendredi dernier en présence de 53 dirigeants. 10 ans après la signature de l'accord de Paris, le président du Brésil, Lula, qui accueille cette année la conférence au cœur de l'Amazonie, a mis l'accent sur la mise en œuvre concrète des engagements et des objectifs déjà pris et fixés par les États lors des précédentes conférences, plutôt que sur l'adoption de nouvelles mesures. Le président brésilien compte notamment insister sur le financement climatique pour aider les pays en développement à financer leur adaptation aux conséquences du changement climatique, alors que plusieurs pays du monde font face à des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus graves et de plus en plus fréquents. En toile de fond de la conférence de cette année, on peut par exemple citer la grave sécheresse en Iran ou encore les typhons en Asie du Sud-Est, un super typhon ayant poussé les autorités philippines à évacuer plus d'1 million d'habitants après que le passage du typhon Kalmagei a tué plus de 200 personnes dans l'archipel avant de continuer à faire des dégâts au Vietnam. Comme les autres années, les pays insulaires du Pacifique tentent de faire entendre leur voix et de pousser les autres pays à respecter la limite de 1,5 degré du réchauffement climatique, qualifiée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de ligne rouge pour l'humanité. L'ambassadrice des Palaos auprès des Nations Unies, Ilana Saïd, également présidente de l'Alliance des petits pays insulaires, a déclaré que la trajectoire actuelle en termes de réchauffement conduisait directement à la catastrophe et était, je cite, moralement, scientifiquement, économiquement et légalement inacceptable, ajoutant que des petites îles payaient le prix fort de l'inaction climatique. Le président des îles Palaos, Surangul Whips Jr., est sur place à Belém pour promouvoir l'initiative pour les énergies renouvelables dans le Pacifique, les pays du Pacifique ayant comme ambition de devenir la première région du monde à dépendre exclusivement des énergies renouvelables. Les Fidji, Nauru, les îles Marshall, les Samoa, Tuvalu et le Vanuatu se sont tous engagés à dépendre à 100% des énergies renouvelables d'ici à 2030, un objectif fixé à 70% d'ici 2030 et à 100% d'ici 2050 pour les îles Tonga et les îles Salomon. L'autre enjeu de cette COP pour les pays du Pacifique, c'est de faire pencher la balance en leur faveur pour la candidature conjointe de l'Australie et du Pacifique pour accueillir la COP 31 l'année prochaine. Le président des Palaos a déjà plaidé pour la candidature du Pacifique en rappelant que les pays de sa région faisaient partie des plus impactés par les conséquences du dérèglement climatique, avec notamment la montée des eaux, la chaleur extrême ou encore la multiplication des événements climatiques extrêmes. L'ex-premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, envoyée spéciale pour l'Océanie, a également appelé à soutenir la candidature du Pacifique, déclarant que la COP 31 devait être dédiée aux océans et que les priorités du Pacifique devaient être des priorités mondiales, la région se trouvant en effet sur la ligne de front en termes d'impact climatique, mais aussi en termes de solutions et de leadership pour protéger et restaurer les océans. Le gouverneur de l'État d'Australie occidentale, Chris Dawson, a demandé pardon aux descendants du peuple aborigène Noongar pour le massacre de Pinjarra, près de 200 ans après les événements qui ont fait entre 15 et 80 morts selon les sources. Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la date anniversaire du massacre, qui a eu lieu le 28 octobre 1834, Chris Dawson a prononcé des excuses au nom de son prédécesseur, le gouverneur et capitaine James Stirling, prononçant le mot « sorry » à plusieurs reprises.
Dans son discours, le gouvernement a évoqué des fautes terribles du capitaine qui a mené une opération pour massacrer des hommes, des femmes et des enfants dans une embuscade au bord de la rivière Murray, à 80 km de l'actuelle ville de Perth. Le gouverneur avait conduit un détachement de policiers et d'ex-soldats dans ce qui a longtemps été décrit comme une bataille, mais les historiens et les activistes insistent sur le contexte historique de l'événement avec des tensions entre les communautés aborigènes locales et les colons britanniques qui faisaient alors main basse sur les terres utilisées par les autochtones pour la chasse et la cueillette afin de les transformer en terres agricoles. Le capitaine avait parlé d'escarmouche ou d'accrochage dans son journal, mais le gouverneur Chris Dawson a reconnu que le massacre était une décision intentionnelle pour punir les aborigènes de leurs revendications sur les terres et les ressources en nourriture. Cité par le quotidien ABC Australia, plusieurs locaux présents à la cérémonie ont décrit un soulagement, mais aussi un grand pas pour la communauté, après des années de militantisme pour faire reconnaître le massacre et pour obtenir des excuses. Chris Dawson a dit « Pardon au peuple Binjareb qui ressent encore le traumatisme de cette punition infligée à leurs ancêtres, le jour où tant de vies innocentes ont été enlevées. » Il a également déclaré que le moment était venu pour reconnaître la vérité et que cet acte serait, je cite, « une étape significative sur le chemin vers une réconciliation sérieuse. » L'État australien de Victoria a adopté jeudi dernier, après 2 jours de débat, le Statewide Treaty Bill, devenant le premier État australien à adopter un traité formel avec les propriétaires terriens traditionnels autochtones. Il s'agit d'un texte promu par Ngara Murray et Reuben Berg, coprésident de l'Assemblée des peuples premiers, qui a été soutenu par des députés du Parti travailliste, du Parti vert, du Parti Legalize Cannabis et du Parti Animal Justice. Le texte vient donner un nouveau statut à l'Assemblée des peuples premiers de Victoria en faisant une assemblée représentative consultative qui pourra faire des recommandations auprès du gouvernement de l'État de Victoria et poser des questions aux ministres, comme pourrait le faire une commission parlementaire, sur toutes les politiques et les lois qui concernent les peuples autochtones. Par ailleurs, les ministres et les agences gouvernementales devront consulter l'Assemblée qui prendra le nom de Gelung Wal, au sujet des lois et des politiques qui les concernent, sans que l'Assemblée ne dispose toutefois d'un droit de veto. L'Assemblée comprend aussi un organe chargé de la recherche de la vérité dans le cadre d'une démarche de justice transitionnelle. Cité par le quotidien britannique The Guardian, Ngara Murray a salué l'adoption du texte comme, je cite, « le début d'une nouvelle ère où les 60 000 ans de connaissances et de culture des peuples premiers sont respectés et célébrés » et comme, je cite encore, « une opportunité pour tous les habitants de Victoria pour reconnaître leur histoire commune, guérir et avancer ensemble ». Reubenberg a quant à lui déclaré que grâce au traité, les aborigènes pourraient utiliser leur expertise pour trouver des solutions pratiques pour leur communauté locale, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la justice ou encore du logement. La première ministre de l'État de Victoria, Jacinta Allan, a salué l'apogée de près de 10 ans de travail du gouvernement travailliste de l'État et de plusieurs décennies de militantisme autochtone. Mais notons que l'opposition, rassemblée sous le nom de Victorian Coalition, a déjà menacé d'abolir le traité s'il venait à remporter les élections de 2026. En Corée du Sud, la police d'Incheon a indiqué mercredi dernier avoir commencé à enquêter sur le recrutement de la fille d'un célèbre homme politique suite à des accusations de favoritisme. L'enquête fait suite à une plainte qui vise entre autres le président de l'Université nationale d'Incheon suite au recrutement de Yu-dam, 31 ans, au poste de professeur à la faculté de commerce international de l'université seulement 5 mois après l'obtention de son doctorat. Le cas de Yoon-dam, fille du politicien conservateur Yoo Sung-min, député à 4 reprises au sein du Parlement sud-coréen, a été soulevé par la députée du Parti démocrate au pouvoir, Jin Sun-mi, le 28 octobre. Parallèlement, des membres de l'université ont fait remarquer l'absence de formation à l'étranger ou d'expérience professionnelle, alors que les autres diplômés de doctorat doivent généralement avoir plusieurs années d'expérience en tant que maître de conférence ou avec des contrats post-doctoraux. Si l'affaire fait autant de bruit, et c'est aussi la raison d'être de l'enquête en cours, c'est notamment parce que les documents de candidature des différents candidats au poste ont disparu, ce qui constituerait, selon le parquet, une violation de la loi sur les archives publiques. La police municipale d'Incheon a ainsi déclaré aujourd'hui que l'affaire avait été confiée à une unité de lutte contre la corruption et les crimes économiques. Cette affaire n'est malheureusement pas isolée et fait partie d'une longue série de scandales de népotisme qui éclatent régulièrement dans le pays.
En février de cette année, par exemple, le bureau d'audit et d'inspection de Corée a révélé que la commission électorale avait violé les règles de recrutement 216 fois dans le cadre de 124 cas de recrutement. Le bureau avait noté que la commission avait causé des dommages significatifs à l'équité du processus de recrutement des fonctionnaires publics en offrant des opportunités professionnelles exclusives à des enfants de fonctionnaires de la commission et en modifiant les critères de qualification pour favoriser des personnes spécifiques. En avril 2024 également, une affaire en particulier avait fait grand bruit puisqu'elle impliquait l'ex-président Moon Jae-in lui-même, mis en examen en lien avec le recrutement de son beau-fils en tant que directeur général de la compagnie aérienne Thai Eastern Jet, et ce malgré, comme l'avait noté le parquet de Jeongju, l'absence d'expérience professionnelle ou de qualification pertinente dans le secteur de l'aviation. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.